Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Comment ça se passe, les gars, après ce 7-0 là que le Barça a infligé au Real Valladolid? Franchement, moi, je vais très bien. Et je suis en train de préparer cette vidéo là en attendant le match, le match emblématique du Real Madrid, espérant que le Real Betis, franchement, fasse quelque chose pour leur faire perdre quelques points, quelques petits points. Cette première vidéo, il y aura deux vidéos aujourd'hui et ça, ce sera la première. Donc la première vidéo, celle-là, en fait, on va répondre à vos questions et la prochaine vidéo, on va noter les joueurs après ce très beau match que cette équipe-là nous a montré. Franchement, voilà, je suis trop content. Vous avez vu dans le débrief. Et d'ailleurs, même merci pour le débrief. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de très bons retours. Les gens ont kiffé vraiment le débrief. Il y a des gens qui ont dit, oh Nietzsche, mais c'était trop long. Les gars, comprenez, de temps en temps, on va faire quelques petites vidéos longues. Bon, cette fois-ci, celle-là, elle ne sera pas vraiment longue du coup. Ceux qui voulaient pas les vidéos trop longues. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la réponse aux questions. Et ça se passe tous les jours sur mon Instagram, Nietzsche Catalan. Du coup, après chaque match, vous pouvez venir poser vos questions. Je vais ouvrir un petit poll, poser vos questions. On va répondre à tout ça dans ces vidéos-là. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné, frérot, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi parce que cette saison, franchement, ça sera top. Abonne-toi, like, commente et partage. Voilà. Les bonnes choses que les youtubeurs ont l'habitude de dire. Première question, tu penses quoi de notre recrue Flick? C'est lui qui nous manquait. En fait, j'ai pas encore lu les questions, j'ai juste pris des photos, des captures et puis venir répondre. Qu'est-ce que je pense de Flick? Mais je pense beaucoup de choses de positif de Flick. En fait, il y a rien de négatif sur Flick actuellement. Et voilà, c'était quand vous vous rappelez qu'on a fait la vidéo Flick versus De Zerbi. On a dit ouvertement que j'ai dit ouvertement que je préférais Flick à cause de l'expérience. Après, bon, on a dit qu'il a un peu floppé en Allemagne et tout, mais quand je parle d'Allemagne, je parle de l'équipe nationale, mais en termes en club, c'était exceptionnel Flick. C'était exceptionnel parce qu'il connaît le football allemand et c'est surtout la mentalité Flick qu'on aimait et qu'on adorait même. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à 3-0, les gars se regroupent comme ça à la sortie du tunnel. Ils sont en train de parler, les gars, on continue. Hey, à 3-0 d'habitude, qu'est-ce que le Barça fait? Le Barça, on met un autre but et puis on consolide tout, on se calme, on avance. Mais non, à 3-0, la mentalité que ces mecs-là véhiculent, c'est un peu de ça que, j'ai envie de dire que c'est un peu de ça que Gundogan aussi voulait. Gundogan voulait cette mentalité de gagnant, faut aller tuer. Lewandowski, pareil. Mais, il faudrait de constater que cette mentalité-là, l'équipe est là aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que Flick, il est en train de déteindre sur l'équipe. Autre chose que j'adore chez Flick, c'est son calme. Son calme quand on mène 7-0, oui, mais aussi son calme quand ça va très mal. On se rappelle, on était mené 1-0. C'était le match précédent, on était mené 1-0, là où on fait une remontada, là. Et l'arbitre nous vole. Catégoriquement, l'arbitre nous vole, ça se voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Le penalty n'est pas sifflé, les fautes sont pas sifflées, mais Hansi Flick, il est calme. Il est très calme. Et d'habitude, Xavi, encore pas pour tirer sur lui, parce que je respecte beaucoup Xavi, mais Xavi, c'est ce que je lui reprochais. Xavi, il allait péter les plombs, taper quelque chose là-bas, insulter l'arbitre ou bien crier sur l'arbitre, à raison, hein. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison, à raison, et prendre un rouge, et derrière, l'équipe, elle va souffrir. Parce que l'équipe va engranger le stress que Xavi va leur véhiculer. Mais c'est l'effet pareil, en fait, avec Hansi Flick, c'est contraire, mais c'est la même chose, parce que Flick, l'équipe va prendre son calme et jouer avec. Et j'ai envie de dire que ces deux remontadas qu'on fait depuis le début de saison, là, ben c'est ça. C'est le fait que le coach, il est calme. Tu ne sens pas le coach paniquer. Tu le sens pas en train de taper partout, de crier et tout. Et l'équipe, elle gagne en confiance comme ça. Et ils sont en train de prendre en confiance, en train de se dire que, un peu comme la mentalité Côte d'Ivoire. Mentalité Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si on perd, on peut toujours revenir au score. Et c'est ça, on aime ça. Donc, il y a Flick, j'aime bien ce qu'il apporte en termes de calme, sérénité, mais aussi en termes voilà, aller chercher toujours ce but-là. Et on lui a demandé, après le match, on lui a posé une question, qu'est-ce que tu as aimé le plus voir aujourd'hui chez tous ces gars-là, chez ces jeunes surtout? Et il dit, c'est le fait que les gars voulaient toujours plus. C'est ça qu'il a kiffé. Non, mais moi, je suis fort, comme moi, je suis un Jaiman.
Après aussi, Flick, faut voir qu'il fait confiance beaucoup aux jeunes. Après, tu vas me dire, mais Nietzsche, il est obligé un peu de faire confiance aux jeunes. Mais bon, on connaît des coachs qui seraient allés chercher des vieux joueurs en prêt pour venir les faire jouer là. On connaît des coachs qui auraient pas fait confiance aux jeunes. Ils auraient trouvé une solution pour pas faire confiance aux jeunes. Mais aussi, Flick, faut de constater qu'il fait quand même confiance aux jeunes. Et j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec Hector Ford. Vous avez suivi la vidéo là où le match il est fini. Et Flick vient voir Hector Ford pour lui dire qu'en fait tu aurais joué, mais il lui explique pourquoi il n'a pas joué ce match-là. Je sais pas, bon, peut-être c'est à cause de Koundé, bon, on n'a pas suivi l'explication, mais il lui explique pourquoi il a pas joué le match, et il s'excuse. Et après, tu les sens, tu vois un câlin. Mais j'aime bien ça parce qu'il est en train de faire grandir, il est en train de faire mûrir les jeunes. Et après, le jeune qui n'a pas joué, lui, il va pas se sentir fustigé, il va pas se sentir écarté. C'est un peu ce genre de truc-là qu'il fallait. Bon, peut-être que ça a été fait off-screen, mais c'est un peu ce genre de truc-là qu'il fallait pour un gars comme Vitor Roque. Parce que moi, j'ai eu de la peine pour lui quand je l'ai vu partir. J'ai eu de la peine pour lui, quand je l'ai vu évoluer au sein du Barça. Voilà. Ce comportement de coach là, ce comportement de meneur d'homme là, il est très important. Donc ça, c'est un troisième point que j'avais envie de souligner sur Flick. Bon, passons à la prochaine question parce que là, je m'attarde trop sur la première question. La prochaine question, c'est Rafinha Yamal. La question, peut-il donner jusqu'à la fin de saison? Bon, et je suppose qu'il est en train d'essayer de dire que est-ce que les deux là, la combinaison, ça peut être efficace, la manière dont c'est efficace actuellement jusqu'à la fin de saison. J'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui change parce qu'on a déjà vu, on a joué contre Bilbao, l'une des meilleures défenses, l'une des meilleures équipes de cette liga-là, défensivement. Ça a donné. J'ai envie de dire qu'individuellement, même Lamine Yamal, il est fort. Rafinha, c'est le spécialiste des efforts. la rime. Lamine Yamal est fort, Rafinha, spécialiste des efforts. Donc, il y a une très belle entente là. Et pour que cette entente-là donne, il faut que tout le collectif y soit. Il faut que Daniel Olmo, c'est-à-dire que le gars qui joue au milieu entre les deux, il y soit. Il faut que l'attaquant, il y soit. Donc, les quatre devant, ça va. Mais la question, en fait, c'est sur la durée. Moi, je pense que sur la durée, ça peut donner seulement si on fait de très bonnes rotations. Seulement si on conserve les deux là. Si ils sont injury free. Parce que essayer de faire que ces gars-là ne se blessent pas, c'est la rotation, mais c'est surtout la chance aussi. Il y a un peu de chance aussi parce que tu peux dire, bon, ils vont jouer un match sur deux, et puis le match où ils vont juste là, ils vont se blesser, ils vont tomber sur un Aïssa Mendy, un gars fou là-bas, bah, ils vont se blesser. Il y a un peu de chance dedans, hein. Faut pas oublier le facteur chance, mais j'ai envie de dire que la rotation, la façon de les faire jouer, de la façon de les faire souffler et tout, c'est très, très important. Et c'est pour ça que la présence d'un gars comme Pau Vitor est très, très importante parce que grâce à Pau Vitor, Lamine Yamal peut souffler. La présence de Ferran Torres aussi, elle est importante parce que grâce à Ferran Torres, Rafinha pourra souffler. Faut savoir faire la part du travail, faut savoir faire tourner quand même pour que ça donne longtemps sur la durée. Le plus longtemps on aura tous ces gars-là physiquement au top, le plus longtemps on va continuer à faire de très belles performances comme ça parce que franchement, j'ai pas peur, sans vouloir m'enflammer, j'ai pas peur j'ai peur d'aucune défense quand je vois ces quatre gars-là alignés, mais en même temps, tu ne peux pas aligner ces quatre gars-là en même temps. Tu rentres toute la saison. Il faut que tu fasses tourner. Donc, c'est là que ça va être compliqué. Ça, j'aime bien cette question. On dit, quel rôle pour Gavi dans le double pivot? Plus défensif ou offensif? Visca Nietzsche. Merci. J'ai envie de dire Visca Barça et Visca toi aussi. Merci d'avoir posé la question. Bon. Gavi, c'est un peu compliqué. Parce que Gavi, c'est un box-to-box. Il est excellent dans les deux registres. Gavi va te récupérer les ballons. Gavi va te faire les efforts, mais en même temps, Gavi va te marquer les buts. Gavi va te faire le dépassement de fonction. J'ai envie de dire que si tu mets Gavi en 6, il sait bien faire les sorties de balle. On a vu qu'avec, avec Lucho en Espagne, il faisait les sorties de balle même sur le côté gauche là-bas. C'est-à-dire que les latéraux montaient, lui il venait prendre le ballon sur le côté balle, du côté Alba pour faire sortir de balle. Donc sortie de balle, j'ai pas peur. Effort, j'ai pas peur. Gavi, c'est plus dépassement de fonction là. J'ai peur parce que un dépassement de fonction mal placé et puis on récupère le ballon là-bas, boum, but derrière. Mais j'ai confiance en ses jambes. En même temps, je sais pas à quel Gavi m'attendre lorsqu'il va revenir. Du coup, pour moi, dans le double pivot, je verrais plus un Gavi offensif qu'un Gavi défensif. Après, il va falloir trouver avec qui le coupler. Parce que je suis certain que tu places Gavi avec un gars, même si c'est un Kanté, un gars qui va faire le boulot défensif, Gavi va revenir défendre avec lui. Je sais pas si tu comprends, parce que il sait bien faire les deux en fait. Donc c'est un peu compliqué, mais moi je préfère peut-être son retour en blessure de mettre un Gavi avec un rôle beaucoup plus offensif dans le rôle de Pedri. Alors j'ai bien peur. Exemple, si tu me mets un Pedri Gavi, moi j'aurais peur parce que Gavi il monte aussi.
Peut-être que le coach, par exemple, l'avait dit à Casado, il parlait avec Casado, il a dit à Casado, reste devant la défense. Les gens disaient, mais Casado, il monte pas. Le coach lui a dit, reste devant la défense. Peut-être que avec les conseils de Flick, Gavi pourrait jouer dans ce rôle défensif-là s'il écoute Flick. Et j'ai l'impression que Flick, en fait, j'ai pas l'impression, c'est un très grand tacticien. Donc Flick saura quoi faire. Même si Flick décide que c'est Gavi qui a le rôle défensif, Gavi va rester en défense, devant la défense. Et puis, ça va donner. Si dans des matchs, il faut que Gavi monte et que ce soit par exemple Frenkie de Jong qui joue ce rôle-là, Frenkie de Jong va rester. J'ai envie de dire que franchement, Gavi peut tout faire. Mais d'entame comme ça, je ne saurais dire. Franchement, je dois le voir dans un double pivot pour dire, ah non, ça va pas ici, ah non, ça va ici. C'est quand même compliqué, mais très très bonne question. Dites-moi en commentaire. Dans un double pivot, là, vous mettez Gavi avec quel rôle? Dans le rôle de Casado, de Bernal sera pas là, mais si Gavi est là, je pense que Casado va s'asseoir, va attendre. Mais vous le mettez dans quel rôle? Dans le rôle de Casado ou Bernal, ou vous le mettez dans le rôle de Pedri? J'ai envie de savoir. Ah, ça c'est un avis qui, voilà, ça, je suis d'accord avec ça. Il y avait de la place pour en mettre 12 pour moi. Tu as raison. Parce que si tu veux faire les maths, quand tu prends déjà les deux poteaux de Dani Olmo, le montant, les deux poteaux de Dani Olmo sur la frappe de Lewandowski, et puis l'enroulé là, ça fait déjà quoi? Ça fait 9. Quand tu prends le but hors jeu, s'il y avait un peu plus de réussite dans le placement, ça faisait quoi? Ça faisait 10. Quand tu prends le raté de Rafinha, le face-à-face de Rafinha, où il met sur le gardien, où il reste couché là, ça fait quoi? Ça fait 11. Après, tu peux peut-être trouver une autre occasion où tu veux là-bas, ça fait 12 facile. Donc, t'as raison. Ça aurait pu être 12 facile. Mais franchement, le 7-0 là, moi, je suis satisfait de ouf parce que, voilà, on n'a pas été clinique à 100%, on a été clinique, je veux dire, à peut-être 80% du temps. Mais regardez ce que ça donne. Donc, imaginez si toutes les occasions qu'on a, on marque, on peut tuer les matchs très vite. Et c'est ce qu'il faut. Il faut tuer les matchs très, très vite pour après obliger l'adversaire à sortir pour venir chercher les buts. Et après, les buts, ils vont venir comme ça. Mais si tu tues pas le match, que tu te mets toujours dans une situation où tu vas courir après le score, ou courir après un 0-0, ou je sais pas, ou tu rates. Mais après, ça donne de la confiance. Déjà, tu chauffes le gardien. Après, ça donne la confiance aux attaquants de l'équipe adverse pour une seule faute, un truc comme ça, il tombe par terre, faute, penalty, et après on court après le score. Donc, pour moi, il faut être tueur devant les buts. Et je pense que bon, tout le monde pense ça, hein. C'est un peu un tapin ce que je dis là, mais voilà. Il y a un gars qui dit on va bien manger cette année. Mais bien sûr, on va bien manger cette année, frérot. Qu'est-ce que tu veux? On va bien manger cette année. Je suis trop content quand je vois la façon dont cette équipe-là joue. Quand tu vois Rafinha qui, à la dernière minute de jeu, il force pour aller faire un contre. On va parler de ça dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc, franchement, je suis content. Quand tu vois les mecs répéter les efforts, même à la dernière minute, la mentalité, elle est là. Elle est là pour qu'on puisse bien d'abat, bien manger, en fait. Voilà. Rafinha doit plus bouger de ce poste. Simple, défendre et faire des appels. Ouais. Pour moi, Rafinha, ça va. C'est dans ce rôle de milieu offensif là, milieu offensif gauche, j'aimerais dire. Voilà, dans ce rôle-là, il est exceptionnel, il est excellent. Tu ne lui demandes pas de coller la ligne, de te faire des 1v1 avec un ballon arrêté en face à face. Tu lui demandes de défendre, tu lui demandes de combiner, tu lui demandes de faire des appels dans le dos. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans le débrief, Rafinha, c'est un gars, il appelle. Si tu décroches pas, il va appeler ta femme. Au calme. Donc, tu ferais mieux de décrocher. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la note des joueurs. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ce format-là. Si tu veux participer, ça se trouve sur mon Instagram, Nietzsche Catalan. On se retrouve là-bas. On ne cessera jamais de le dire. Pisca. El Barça.